merci, effectivement, merci pour cet accueil. Vous êtes venu assister à une conférence, on a mis un titre Management d'équipe du sport au monde du travail. Pour traiter cette thématique, on a pris un risque, mais un risque calculé, puisqu'on a invité un sportif qui est dans un sport individuel, et puis un sportif ou un responsable d'équipe qui est dans un sport collectif. Et le croisement de ces deux approches nous semble intéressant. Donc, je vais vous présenter rapidement, nos deux invités. Pierre Vautier, double champion olympique, 6 globes de cristal de 2008 à 2018. Alors, le globe de cristal récompense le skieur qui a eu les meilleurs résultats sur la saison. Donc, il écrase la discipline depuis quelques temps. Et puis, il est également étudiant aujourd'hui en L3 à l'UGA. Merci Pierre d'avoir répondu à cette invitation. Franck Oyon, ex-joueur de rugby, international de rugby à 7, qui a été entraîneur du FC Grenoble Rugby jusqu'en 2014 et qui, depuis 2017, occupe le poste de directeur du développement, un poste transversal qui va globalement du secteur professionnel quasiment jusqu'à l'école de rugby. Merci Franck. Et puis Malek Bouawala, maître de conférence à l'UFR STAPS, qui travaille énormément sur le management dans le sport, qui est également président de l'Alliance Université Entreprises de Grenoble, et qui a tenu à ce que je mentionne qu'il est également diplômé dans la Fédération internationale de volley. Il est entraîné dans le milieu du volley. Donc merci pour avoir répondu à cette invitation. Alors pour peut-être un petit peu échauffer nos interlocuteurs, nos invités, je vais te poser une question à Pierre. Tu sors de ta saison post-olympique. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui, comment cette saison-là s'est passée? Eh bien, bonjour à tous. Elle s'est passée différemment, c'était prévisible. J'avais déjà eu en 2014 donc un titre olympique et une année 2015 qui s'était passée un petit peu en demi-teinte. Celle-ci s'est passée plus qu'en demi-teinte puisque j'ai fait à peine une demi-saison avec un projet vidéo au milieu qui a rencontré un grand succès, qui était nouveau pour moi de m'engager là-dedans. Mais en termes de résultats, j'étais pas à la hauteur cette année. J'ai eu quelques petits pépins personnels au milieu de la saison qui m'ont pas aidé non plus. Mais voilà, une saison performance à oublier, mais surtout se tourner vers le futur et vers les objectifs futurs et surtout garder la forme. Et c'est ce que j'essaie de faire. Bon, malgré mes cheveux blonds. Franck, on avait prévu de poser une question sur la santé ou comment se portait le FC Grenoble, FCG Grenoble. Depuis, on sait qu'il va y avoir certainement un match début juin, couperait pour l'avenir du club. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel état d'esprit tu es, où est le club de Grenoble aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être présent parmi vous. Jean-Pierre, pour répondre à ta question, le FC Grenoble se porte très bien. Le club se porte très bien, puisque nos équipes de jeunes sont qualifiées pour la plupart. Nos moins de 18 ans sont encore en course pour le titre de champion de France, après le succès engrangé la saison dernière. Notre centre de formation qui était classé numéro 1 l'an dernier, numéro 2 cette saison. Le Petit Couac, si on veut parler de Petit Couac, c'est l'équipe professionnelle qui malheureusement, après un beau succès l'an dernier contre Yona et une accession en top 14, vit une saison compliquée, mais on s'y attendait tous. On est monté un petit peu dans l'urgence, en construisant un effectif dans l'urgence, avec l'exigence du top 14 aujourd'hui qui est de plus en plus difficile. Et l'écart se creuse entre le haut du panier et les équipes qui montent. Donc on est aujourd'hui à quelques jours d'un match de barrage, mais on s'y attendait presque tous. Il y a déjà plusieurs mois, donc c'est avec beaucoup d'excitation, d'envie, de courage, que les entraîneurs et les joueurs vont aller affronter ou Brive ou Bayonne en 15 jours pour assurer un maintien en top 14. Okay. Malek, comme je le disais tout à l'heure en introduction, on a fait le choix d'avoir deux témoignages, l'un plutôt à partir d'expérience sur un sport individuel, l'autre par rapport à des sports collectifs. Le croisement de ces deux logiques est-il intéressant pour aborder cette thématique du management d'équipe? Oui, merci d'abord pour l'invitation, merci à l'EUGA de nous avoir invités.
Je pense que c'est un croisement très très intéressant et qui peut apporter beaucoup de réponses. Déjà pour la principale raison, c'est que déjà le sport de haut niveau et le monde du travail sont confrontés aux mêmes problèmes, disons, même s'ils les abordent de différentes manières, mais surtout parce que dans le sport de haut niveau et dans le monde du travail, mais aussi dans notre société, on est confronté souvent à un dilemme très important qui est celui de la coexistence entre les rapports interpersonnels concurrentiels, compétitifs, mais aussi de coopération. Donc il y a un dilemme, quelle place donner à l'individu et au collectif pour résoudre des problèmes, de produire des services, etc., ou arriver à produire une performance sportive. Ce dilemme-là pose un paradoxe qu'on peut exprimer et des défis aussi à relever, qu'on peut exprimer sous forme de quelle place je laisse à l'individualité, mais aussi quelle est la manière d'amener les personnes à coopérer pour atteindre les objectifs. Cela va poser d'autres problèmes, qui sont un problème, donc il y a des conflits, il y a le problème de leadership, de dépassement de soi, etc., etc. Et je suis sûr que les témoignages des deux collègues vont nous apporter beaucoup de réponses, y compris des réponses personnelles. Oui, je pense que tu as posé le cadre, et effectivement, on va revenir sur pas mal d'éléments que tu viens d'évoquer. Alors, j'ai lancé également un défi à Malek, c'est à la fin de ces conférences, en 180 secondes, d'essayer de nous faire une synthèse et de dégager les points importants qui auront été évoqués pendant les débats. Je sens que quand même tout le monde est venu pour voir les courses de Pierre, de voir Pierre en train de skier, donc je crois que c'est un vrai plaisir pour tout le monde de voir, et on va revoir les deux finales olympiques de 2014 et 2018. Et puis je pense qu'on va le faire réagir après sur cette vidéo. Alors, si tout marche bien, parce qu'on a eu pas mal de petits soucis techniques, mais ça va marcher. C'est parti.
Paul-Henri Delerue échoue au pied du podium, mais il partage le bonheur de son copain à l'arrivée. Il y a encore quelques jours, Pierre Voltier pensait déclarer forfait. Un titre olympique et une leçon de courage. Je pense qu'on peut applaudir. Petite réaction, je suppose quand même que quand du Roi, ces deux courses de titres, ça doit un petit peu remuer à l'intérieur encore. Oui, bon là ça manquait les commentaires quand même, mais il y a un petit peu plus de peps avec les commentaires, quoique j'aurais pu vous les faire, mais bon, j'ai préféré pas m'immiscer. Non, l'émotion reste intacte, évidemment. Je pense que c'est aussi le pouvoir du sport et le pouvoir des Jeux Olympiques, c'est vraiment créateur d'émotions. Et moi, quand je regarde ça, évidemment, je me revois dans mes courses, je revois mon entourage, je revois les difficultés, les bons moments, et finalement, ça reste vraiment gravé à l'intérieur. Donc, c'est magnifique, évidemment. Et puis, surtout, ça donne un petit goût de reviens-y. Voilà, c'est ce qui s'est aussi passé après 2014. J'avais éventuellement émis l'hypothèse d'arrêter après 2014, et puis je me suis dit, bon, c'est quand même dommage parce que c'est des émotions de fou. Et donc je suis retourné en 2018, remédaille, donc j'y retourne en 2022. Voilà. Donc c'est un scoop. On a annoncé déjà qu'en 2022, il serait pas loin de. Il sera sur la première marche encore. Sur la piste, déjà sur quand la même, piste. tu évoques, mais la course de 2014 était particulière puisque tu l'as abordée avec un genou, je crois, très très abîmé, puisque tu avais une rupture des ligaments. Rupture des ligaments croisés 2 mois avant les Jeux. 2 mois avant. Donc, quelque part, sur le plan physique, mais mental, comment, avec le recul, tu es allé chercher l'énergie où? Eh ben, je dirais plutôt que sur le plan mental, c'était une facilité qui découlait d'une certaine lâcheté, on va dire. J'ai fait les Jeux en 2006, je me suis ramassé. J'ai fait les Jeux en 2010, alors que j'étais leader incontesté, je fais 9e de la compétition. C'était terrible, à tel point qu'en 2014, donc décembre 2013, la saison 2013-2014, je me fais une rupture des ligaments croisés au Canada. C'était donc 2 mois avant les Jeux, et je me dis, finalement, au moins, j'irai pas aux Jeux et je me prendrai pas une 3e raclée. Et c'était peut-être l'élément déclencheur, justement, d'une force mentale qui s'est dévoilée par la suite. C'est que à partir du moment où je suis rentré en France, voilà, rapatrié du Canada, rentré en France, j'ai vu mon chirurgien, il m'a dit, écoute, il y a peut-être un coup à jouer, tu as les ligaments, mais si on n'opère pas, tu as peut-être une chance de courir au jeu. Alors ça, c'est le genre de défi qui me plaît, parce qu'au moins, on change les cartes. Voilà, le jeu n'est plus du tout le même. J'étais leader, je me casse le genou, mais j'ai un autre challenge par-dessus ça, c'est d'aller au jeu avec un genou en vrac. Et donc j'ai relevé le défi avec le plus grand des plaisirs, le plus grand des engagements et la plus grande des forces que tout athlète de haut niveau est capable de recruter dans ces moments de challenge. Et voilà, je me suis présenté au jeu. 10 jours avant les Jeux, j'étais même pas sûr de pouvoir monter sur un snowboard. 3 jours avant le vol pour aller en Russie, j'étais même pas sûr de prendre l'avion. Voilà, c'était une succession de choses, mais tellement passionnantes, qui finalement m'ont mis mentalement dans une situation qui était presque facile. Physiquement difficile, mais mentalement j'étais au sommet. Donc il suffisait juste de faire cette balance après entre le mental et le physique. La neige était molle, les conditions étaient exécrables pour faire du vrai snowboard, du vrai bon snowboard. Donc ça m'a arrangé. Ça aurait été bleu glace, je pense que j'aurais pas gagné. Voilà, un petit peu de chance qui provoque la réussite, et ainsi de suite. Et puis ça finit par une médaille. Et par contre, en 2018, pleine forme, leader, 3 années de leadership incontesté, et quand même une médaille d'or qui fait vraiment plaisir. Le mental, on s'en doutait, mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est effectivement un des facteurs de la performance déterminant. Et bien évidemment, on est dans des sphères de performance qui, on est tous égaux physiquement, pratiquement. Je veux dire, à part les profils qui varient, la piste qui peut avantager tel ou tel profil, techniquement, on fait tous les mêmes choses. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas des riders qui inventent des choses du jour au lendemain et qui leur donnent une suprématie sur le reste.
Donc ça se joue vraiment sur le mental. Si on arrive à catalyser ce facteur mental sur une performance du jour J, eh ben on peut utiliser 100% de son potentiel. Alors que si le mental joue un petit peu en notre défaveur, ben voilà, on va être en deçà, on va utiliser 80, 90, on ne sera pas au top. Alors que si on arrive à se transcender avec un mental magnifique, on peut même, j'en suis sûr, atteindre les 102, 103% de potentiel. Alors, une question peut-être à Franck, et puis la liaison est facile, c'est que le mental en rugby est nécessaire, le courage est une des valeurs essentielles de ce jeu, mais souvent on entend après une défaite les joueurs, les entraîneurs dire que l'adversaire en voulait plus. Donc un petit peu la question c'est comment arrive-t-on ou comment approche-t-on cette approche, l'approche individuelle et collective pour mettre les joueurs dans des prédispositions pour qu'ils soient prêts à combattre individuellement et collectivement dans un match de rugby. Disons qu'à la base, on sait que le rugby est un sport de combat collectif et que s'il n'y a pas un minimum d'engagement, de détermination, ça peut s'avérer compliqué face à l'adversaire. Déjà, on peut se faire mal, et puis la victoire, elle ne sera pas au bout. Donc, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes questions qu'on pose un petit peu à ce genre d'équipe. C'est pourquoi on est là aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble, finalement ? Et à partir du moment où on arrive à répondre à ces 2 ou 3 questions, c'est quand même beaucoup plus facile pour l'entraîneur de stimuler un petit peu les joueurs sur la dimension mentale. Parce qu'on sait que de toute façon, les équipes en face de nous, elles travaillent très bien, sur le plan stratégique, tactique, physique bien sûr. Et ce qui peut faire la différence dans le bras de fer qu'on a avec ses adversaires, c'est justement les 5-10% qui peuvent faire la différence à la fin d'un match. C'est le caractère, c'est la capacité qu'ont les garçons de se transcender parfois face à un adversaire pourtant qui souvent sur le papier est peut-être meilleur, mais c'est pas grave, on se sert de ça aussi pour se transcender. Et ça, c'est à l'entraîneur, au manager, au leader de créer des conditions presque de métamorphose. On voit des garçons qui sont dans la vie de tous les jours charmants, accueillants, bienveillants, gentils, mais qui se transforment complètement le jour de la compétition et le jour J du match. Et de se servir de cette pression-là pour transcender les joueurs, pour les faire se transformer, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Et moi, je crois qu'on a tous, tu l'as dit, Pierre, des qualités quasiment similaires, mais on a tous une réserve énergétique au fond de nous qui fait qu'à un moment donné, il faut qu'on aille chercher ça, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à la 78e minute d'un match, tu vas te chercher ta petite réserve énergétique qui va faire que tu vas mettre une accélération, un plaquage positif, tu vas te surpasser, alors que même au plus profond de toi, tu ne savais même pas que tu l'avais, cette énergie-là. C'est ça qui fait la beauté de ce sport et de nos sports à haut niveau, c'est que parfois dans des moments difficiles, des moments où on est quasiment à équilibre, mais on va aller chercher mentalement quelque chose de très très fort. Et voilà, c'est aussi la beauté de nos métiers, qui fait qu'on a des émotions, ça procure des émotions tout à fait incroyables, et on se découvre parfois. Merci pour cette réponse. Donc, on voit bien que donc, la dimension mentale est très importante. Alors, une question sur un autre sujet peut-être à Pierre, c'est que tu évolues, on vient de le voir, dans un environnement que moi j'appelle un environnement chaotique, avec des bosses, des sauts, des adversaires qui te pressent. Donc cet environnement, comment tu l'abordes ? Les obstacles, il y a une peur ou à la limite c'est un élément avec lequel tu vas jouer avec les obstacles, et puis finalement à côté tu as aussi des adversaires ou des partenaires, on verra ça un peu plus tard, qui sont là pour te pousser. Les obstacles, c'est le côté avantageux. S'il n'y avait pas d'obstacles, on ne pourrait pas faire la différence. Donc non, moi quand il y a un saut de 35 mètres de long, eh ben, je le prends comme un plaisir, je le prends comme une possibilité de faire mieux que les autres, comme une possibilité de me rapprocher de la victoire. Donc je dirais que plus il y a d'obstacles, mieux c'est. On a tous l'habitude de les passer voilà, de manière sereine et en sécurité. Après, ce qui fait un petit peu le hic dans mon sport, effectivement, c'est qu'on est 6. Dans le futur, on sera normalement plus que 4, malheureusement, à mon grand regret. Mais bon, la Fédération internationale a pour objectif de diminuer les chutes et les collisions et les grosses blessures. Donc on va réduire le contingent à 4 snowboarders par poule. Ça ne change pas grand-chose à l'essence du sport. Mais c'est vrai que c'est l'élément incertain, instable et imprévisible. On est dans un sport où l'aléa joue
en notre faveur ou en notre défaveur. Et en général, quand ça joue en notre faveur, bon, on n'y pense pas trop. Quand ça joue en notre défaveur, ben, on rage sur le fait que c'est tel ou tel qui aurait pu nous faire tomber. Mais c'est quelque chose à vraiment intégrer dans la dimension de ce sport. Je veux dire, voilà, en ski alpin, la météo joue aussi un facteur d'incertitude. Hein. Il peut y avoir un coup de vent de face, un coup de vent de dos pour le suivant. Voilà, personne n'a rien vu, mais pourtant le coup de vent était là ou pas. Et c'est peut-être pas forcément le plus rapide qui a gagné. Nous, les adversaires sont ici et on a des responsables directs à toute situation compliquée. Mais bon, c'est quelque chose qui se gère et voilà, on fait ça depuis qu'on est aussi tout gamin. Donc il y a plus de, on va dire, il y a plus d'embarras là-dessus. Ce sont que des stratégies, c'est du travail, de l'observation. Regarder ses adversaires, très très important, comment ils réagissent, et surtout quand on s'élance dans une poule, comme disait Franck aussi, c'est l'engagement maximum. Si on n'est pas à 100% d'engagement, on risque définitivement la blessure, et la victoire est bien loin de toute façon. Mais oui, ça passe vraiment par une connaissance de ses adversaires qui est très approfondie, et quand on s'engage, moi par exemple, je ne peux pas m'engager dans une descente sans savoir qui est à mes côtés. Je veux savoir qui sont mes adversaires pour élaborer des stratégies. Donc, autant dire que mes soirées d'avant-course sont assez remplies parce que je fais toutes les possibilités du tableau, qui passera dans la poule d'après, avec qui je me retrouverai en finale, si j'accède à la finale, parce que c'est pas toujours gagné non plus. Et j'ai des stratégies de course qui tournent pendant toute la nuit avec des insomnies pas possibles. Ok, on reviendra peut-être un peu plus tard sur la prise en compte des adversaires. Alors, en posant cette question et en parlant d'environnement chaotique pour le snowboard, dans le rugby, il y a des phases ordonnées et puis il y a des phases de désordre, des actions individuelles, des collisions, donc une alternance d'ordre et de désordre. Donc, comme Pierre a parlé de son environnement, comment tu peux réagir, ou comment tu peux nous expliquer comment dans ce désordre-là les équipes essayent à un moment de trouver un petit peu de cohérence? C'est vrai que le rugby est un sport complexe parce que déjà d'une part les règles changent tous les 4 matins, donc c'est pas évident, il faut s'adapter en permanence. Par contre le rôle du coach ou du manager, c'est qu'est-ce qu'on peut maîtriser ensemble déjà. Avant d'aller affronter un adversaire quel qu'il soit, qu'est-ce qu'on maîtrise? Et effectivement, la capacité à apporter des repères, des systèmes communs et maîtrisés par tous, fait que ce sera facilitant le jour du match. Alors forcément, le jour du match, il y a des imprévus, des paramètres externes à la performance, le vent, les conditions climatiques, les rebonds, l'arbitrage, contexte externe, forte pression du public, qui fait que parfois ça peut être complexe de tout maîtriser. Mais dans la mesure où vous avez quand même des repères communs, un travail qui est en phase, c'est-à-dire que tout le monde adhère au projet, c'est quand même beaucoup plus simple. Et effectivement, comme tu soulignais Jean-Pierre, le rugby reste un sport quand même de combat, mais un sport aussi d'évitement. Donc c'est quelle philosophie de jeu on veut adopter tous ensemble? Est-ce qu'on a la capacité aussi à analyser les forces et les faiblesses de l'équipe, de notre équipe? C'est la capacité aussi à analyser l'adversaire, comme Pierre, avec vidéo à l'appui. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils vidéo qui nous permettent de voir les 12, 15, 20 derniers matchs des adversaires. Donc on peut vraiment donner des analyses très précises aux joueurs. Pour autant, je pense qu'il faut quand même aller à l'essentiel. Par expérience, je me rends compte qu'aujourd'hui, le trop plein d'analyses, de stats, le trop plein d'informations peut perdre les joueurs. Et je pense qu'il faut vraiment aller à l'essentiel. La capacité à donner les bonnes clés au bon moment aux joueurs avant le match. 3 mots-clés. Mi-temps pareil, 3 mots-clés. Capacité à gérer l'imprévu, c'est travailler l'entraînement. Mais voilà, il faut vraiment aller à l'essentiel. Et c'est la grande qualité, la grande force des grands managers. C'est choisir les bons mots au bon moment, d'avoir les bonnes clés. Ça ne sert à rien de tout visualiser pour se rassurer. Parce qu'on a tendance au début, et j'ai fait ces fautes-là, au début en tant qu'entraîneur, de jeune entraîneur, de vouloir tout montrer, le sentiment d'avoir le contrôle sur tout. En fait, il faut déjà déléguer, faire confiance aux collaborateurs, confiance aux joueurs, parce qu'ils ont eux aussi parfois des clés et des solutions. Et c'est mettre cette énergie-là au service du groupe qui va faire qu'à un moment donné, on va être capable de maîtriser le jeu d'une certaine manière. Merci pour vos réponses fournies. Donc, je vais m'adresser à Malek, qui prend des notes, qui est déjà dans son résumé de fin de conférence. Mais bon,
faire un petit point sur ce premier temps des interventions. On a parlé de courage, de détermination, de capacité à gérer son environnement. Est-ce que ce sont des données qui sont intéressantes par rapport à notre traitement de la thématique management d'équipe? Oui, tout à fait. Mais ce que je voulais juste dire que même si le snowboard est en apparence un sport individuel, on a remarqué tout à l'heure qu'il y a quand même une équipe derrière, qu'il y a un collectif, etc. Donc et dans le rugby, tu l'as dit aussi Franck, il y a le collectif, mais à l'intérieur il y a aussi des individus. Donc c'est deux sports qui quelque part se ressemblent aussi. Oui, donc dans le management dans le monde du travail et en entreprise, vous l'avez dit, il y a des choses qui reviennent et qui sont donc, on retrouve la notion de défi, de relever les défis ensemble. Je revois mes notes sur les mots-clés que j'ai notés, notamment celle de la détermination et de savoir gérer des imprévus avec une attitude positive, ce qui est recommandé dans le monde du travail. On ne sait pas toujours le faire, mais c'est quelque chose à laquelle on est souvent confronté. La notion de collectif, on voit aussi à la question de l'engagement au service du collectif, mais il y a quelque chose sur laquelle j'aimerais t'interpeller et qui est derrière, ou peut-être c'est prévu tout à l'heure, c'est est-ce que cela induit aussi la question du leadership dans l'équipe? Effectivement, on va aborder cette notion un peu plus tard, voilà. Donc je pense que Franck, on reviendra dessus. Voilà, on reviendra dessus, qui est c'est une chose d'important. Il y a aussi quelque chose qui ressort, qui est très important, c'est de passer les obstacles d'une manière sereine et de voir les obstacles aussi d'une manière positive, parce que ça permet de faire la différence. Donc il faut s'y habituer, il faut apprendre à les gérer le stress que ça peut engendrer dans le monde du travail aussi, parce que le leader va pouvoir aussi mettre des stratégies qui peuvent donner les ressources, les clés à tout le monde pour y arriver. Donc un leader, ce n'est pas celui qui commande, mais c'est celui qui inspire, qui reconnaît et qui impulse. Voilà, pour ne pas faire l'horreur. C'est allé trop long. Merci Malik pour cette première synthèse. Je vous propose maintenant de passer sur un deuxième temps de la conférence, donc avec un clip que Franck m'a transmis. Alors c'est un clip qui date de 2017, au moment de sa prise en fonction sur le poste de directeur du développement au FCG, mais on a fait le pari de maintenir dans sa globalité parce que derrière, on rentre de plein pied dans le traitement de notre thématique. Mais on a préparé avec Sylvie une petite surprise, puisqu'on a vu tout à l'heure Pierre en action. Donc Franck a été un joueur de rugby, donc il faut quand même le voir sur ce jeune joueur qui a défié Joanna Lomou, la joueur mondiale, star mondiale du rugby, et qui vient marquer au tournoi à Hong Kong, je crois, alors qu'il était international de rugby à 7. Donc, quand il parle de rugby, effectivement, il sait de quoi il parle. Commente. Voilà, et c'est là où il va défier, je crois. Là, il arrive, et John Alomou. Non, ça c'est. Oui, c'est John Alomou, et puis je crois que c'est Cullen après qui est. Non, voilà, il n'arrive pas à le prendre. Donc. Bon, ça c'était la petite surprise, je pense qu'on peut applaudir. C'était notre rugby. Mais bon, ça allait vite quand même. Alors, maintenant on revient un peu plus dans la thématique. Donc voilà, on va passer cette vidéo. Alors vous verrez, au milieu de la vidéo, il y a une action de jeu d'un jeune joueur grenoblois qui traverse le terrain. C'est Gervais Cordin, qui est actuellement étudiant à l'IUT GEA de Grenoble. Donc voilà, c'est également un étudiant. Alors malheureusement, je pense qu'il est actuellement en partance. Ah, attendez, c'est là où... Tac, tac. C'est là où la technique va me lâcher. Non. Voilà. À Grenoble, Franck Corillon a tout connu. 9 saisons comme joueur, puis 9 saisons comme entraîneur, avec 2 montées à la clé, en Pro D2 en 2006, puis en Top 14 en 2012. Désormais directeur du développement et donc en charge de tous les secteurs sportifs du club. Franck Corillon
et l'homme qui dessine le nouveau visage du FCG. À court terme, pour les professionnels, c'est de construire une équipe, parce qu'il y a eu 22 départs quand même à l'intersaison, et c'est pas rien. Donc il faut en construire une équipe, tout faire pour qu'elle devienne compétitive le plus tôt possible. C'est pas encore tout à fait le cas, donc pas mal de choses, bien évidemment. Et puis c'est de jouer les premiers rôles dans cette Pro D2 qui est de plus en plus difficile, compétitive et ardue. On voulait des profils de garçons qui s'intègrent dans notre démarche, qui souhaitent aussi travailler sur la durée, avec la connaissance de la Pro D2. Les deux ont connu la Pro D2 et les deux ont réussi à accéder au top 14, que ce soit avec Comuna ou Bayonne. C'est déjà de réfléchir à la stratégie sportive du club, travailler avec les coachs professionnels mais pas que, mais aussi les coachs de l'association pour tenter d'améliorer leur quotidien. C'est un lien direct et étroit avec la direction du club, avec une vraie réflexion sur le développement des structures, du stade, du centre d'entraînement. Et puis c'est évidemment travailler sur la détection et le recrutement de tous nos joueurs, des tout petits jusqu'en haut. La formation fait vraiment partie de l'ADN de ce club. Et à chaque fois que le club du FCG est descendu d'une division, c'est malheureusement arrivé ces dernières saisons, il s'est tout le temps appuyé sur sa formation. On a une vraie volonté de travailler avec la jeunesse, parce qu'on sait que là, dans ces gamins qui sont sur le terrain aujourd'hui, il y en a peut-être 1, 2, 3 qui fouleront le stade d'Iguerre ou un autre stade pour jouer et défendre les couleurs de Grenoble à l'équipe première, on le sait. Que les garçons comprennent le jeu, voilà. C'est important, les rapports d'opposition, de force, de pression. Travailler son adversaire plutôt que d'aller le percuter. Jouer les espaces, être habile avec le ballon, être à l'aise avec le ballon. Le rugby est un jeu d'initiative et aujourd'hui c'est super d'avoir des garçons tenter des coups de loin, des contre-attaques dans le champ profond, avec une organisation minimale bien sûr, mais l'initiative, sans mettre l'équipe en danger bien sûr, c'est ce qui fait avancer ce jeu. Là, les résultats pour l'instant, la victoire de Dax, 2 victoires à domicile difficiles. Certes, le point de bonus à Montauban fait que, pour l'instant, on peut dire que le début de saison il est plutôt correct, mais le staff et les joueurs sont bien conscients qu'aujourd'hui, ils sont loin de leur potentiel, loin de leur potentiel maximal en tout cas, et qu'il reste beaucoup de travail. Quand on voit les contraintes du top 14 aujourd'hui, que ce soit économiques, ou les contraintes sportives, le niveau actuel du top 14, ça s'anticipe, ça se prépare. Voilà, aujourd'hui, il y a un vrai travail de fond à remettre en place et des bonnes bases solides à remettre en place dans ce club pour pouvoir espérer rejouer en top 14. Alors, ce document est intéressant puisqu'il a été tourné en 2017, au moment où le club remontait, du moins était en Pro D2. Donc le club est remonté cette année en top 14. Peut-être avec un peu de recul aujourd'hui, quels enseignements, ou du moins, comment tu réagis, bon, puisque là, il y a 2 ans, et puis depuis, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a du chemin qui a été fait, bien évidemment, et heureusement, en 18 mois. Le club a accédé au top 14, comme je l'ai dit préalablement et en préambule, le centre de formation se porte bien. Avec beaucoup d'objectivité et en synthétisant les choses, je dirais qu'aujourd'hui, un de mes regrets, c'est que malheureusement, je trouve qu'on ne s'appuie pas assez sur notre jeunesse. Je trouve qu'aujourd'hui, on ne les fait pas assez jouer. Alors c'est vrai que la contrainte du top 14 est telle que nos entraîneurs ont tendance à se sécuriser un petit peu en faisant jouer des garçons un peu plus expérimentés. Mais je pense que notre salut passera par la prise d'initiative et de risque, parfois contrôlée bien sûr, mais il faut faire jouer nos potentiels, il faut qu'ils se développent. Et si on ne leur tend pas la main, si on ne leur donne pas l'opportunité d'affronter les meilleurs, comment voulez-vous qu'ils progressent? Et c'est un de mes regrets aujourd'hui de ne pas avoir réussi à faire changer le cap, parfois, à mes entraîneurs sur des compositions d'équipe, sur des choix. C'est un des regrets, voilà, très, très clairement. Mais sinon, le club, comme je disais préalablement, vit plutôt bien, mais en connaissant les contraintes du top 14, on sait que c'est difficile. Donc là, on est un peu au cœur quand même de notre thématique, management d'équipe, bien évidemment.
Alors, toujours une question à Franck. Une équipe de rugby est composée de... Le groupe, c'est 40 joueurs, 10 nationalités, donc des cultures différentes. Dans une équipe de rugby, il y a des leaders de jeu, des joueurs incontestables, qui, par leurs prestations sur le terrain, il y a des leaders d'équipe, de vestiaire, par rapport au savoir-être et puis aux relations qu'ils ont. Il y a des joueurs qui sont en devenir ou qui manquent de temps. Ça doit être quand même difficile. Est-ce que c'est difficile ou oui, c'est difficile. Comment on arrive à prendre en compte l'ensemble de ces différents types d'individus? C'est très difficile, c'est un enjeu énorme. Manager, c'est de l'art. Hein. C'est de l'art. Hein. C'est une œuvre artistique, elle n'est jamais finie, donc on n'arrête jamais en fait. Des fois, on pense contrôler les choses et les maîtriser, mais on se rend compte que 2 minutes après, c'est oublié. Donc le management, on ne s'arrête jamais. Et la complémentarité des talents, la diversité des publics, la diversité des cultures, c'est une force énorme. C'est une chance incroyable. Ça serait hyper monotone d'avoir toujours les mêmes personnes face à soi et d'avoir les mêmes personnes dans le même moule qui font la même chose tout le temps. Il n'y a rien de plus chronophage. Et honnêtement, les 2 dangers du management, c'est les non-dits. Éviter les non-dits, parce que alors ça, il n'y a rien de plus terrible. On appelle ça les secrets de famille dans les familles, mais les non-dits, il n'y a rien de plus terrible. Et la routine. Et le challenge du manager ou de l'entraîneur, c'est comment au quotidien être dynamisant, être impulsant, être créatif, faire rêver mes collaborateurs, qui déterminent leurs rêves aussi parfois, parce qu'ils ont du mal parfois à mettre des mots sur leurs ambitions, leurs rêves. Et cette richesse-là d'avoir des publics différents, c'est incroyable, il faut qu'on s'en serve tous. Moi j'aurais eu horreur d'entraîner des garçons dans le même moule, fait pareil, avec les mêmes valeurs. Alors, on parle aussi beaucoup des valeurs en ce moment. Alors là, les valeurs, on entend parler toutes les 2 minutes. Moi je les ai toutes enlevées, les valeurs, dans le club, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Les valeurs, il faut mettre des actes derrière. S'il y a des valeurs accrochées au mur et qu'il n'y a pas d'actes, ça ne sert à rien. Respect, machin, mais s'il n'y a pas de respect dans le vestiaire, c'est pas le respect de la hiérarchie, de l'adversaire, il faut vite l'enlever. Donc les valeurs, il n'y en a plus. Et chacun a ses propres valeurs. Moi, je suis un gamin du Sud-Ouest, j'ai été éduqué d'une certaine façon. Pierre est un gamin de la région qui a été éduqué d'une certaine façon. Il y a des Sud-Africains, des Néo-Zélandais, des Samoa dans des équipes. Et c'est une vraie richesse. Donc à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble, encore une fois? Qu'est-ce que tu es venu chercher à Grenoble? Tiens mec, pourquoi tu étais venu signer au FCG? C'est ça le challenge, d'aller chercher le joueur là-dessus. Et Malek, tu parlais de sport collectif, mais on a 45 individus dans l'équipe. Et c'est 45 projets personnalisés permanents. J'ajoute le permanent à chaque fois. Parce que le projet personnalisé, on le fait en début de saison et puis on le fait à la fin. Non, c'est permanent. C'est tout le temps. Tout le temps on veille, tout le temps sentir les choses et connaître ses collaborateurs et ses joueurs. Voilà. Donc une fois que vous avez mis tout ça un peu en ordre, il faut aussi manager bien sûr son staff, parce qu'on parle des joueurs, il y a 45 joueurs, mais il y a 17 personnes dans le staff au FCG, et ils ont besoin aussi d'être challengés de temps en temps. Une fois qu'on a réuni tout ça, et qu'on est tous à peu près en phase sur les valeurs, sur les attitudes, sur les comportements, évidemment que des fois il y a des fois il y a des conflits, mais le conflit parfois quand il est bien géré c'est pas mal aussi, il faut dynamiser une équipe. Merci pour cette réponse. Pierre, on a, en préparant cette conférence, on a au téléphone, on a eu le temps de parler longuement, et puis quand je t'ai parlé de la dimension collective, tu m'as dit qu'effectivement autour de toi tu avais une équipe étoffée, et que tu avais même une équipe de coureurs, tu gérais une équipe de coureurs. Donc, alors, la question c'est, présente-nous un petit peu cet environnement collectif, et puis Franck nous a parlé un petit peu des grandes règles de gestion d'une équipe de rugby. Toi, ton type de management au sein de cette équipe, de quelle sorte il est? C'est un type, déjà c'est un environnement qui est vraiment différent d'un sport collectif. Le sport collectif, il y a le collectif avec des individus. Nous, on est des individus dans un collectif. Alors bon, ça marche dans les 2 sens, hein. Il y a des navettes qui marchent dans les 2 sens, mais nous, c'est l'individu avant tout. Et autour de cet individu, il y a un collectif. Donc moi, je fais du management horizontal, il n'y a aucune hiérarchie. Je veux dire, le collègue qui se présente au départ en même temps que moi, il a la même valeur que moi. Il y a un leadership que je porte de manière statistique, on va dire. C'est pas une place que je revendique, c'est pas une place que j'ai voulu prendre officiellement, mais bon, de par des faits statistiques, c'est moi le leader de mon équipe, de par mes résultats. Ceci dit,
j'ai perdu le fil, mais oui, donc il y a un management horizontal. Ce management horizontal, pour moi, il est extrêmement important, surtout que je suis quelqu'un de tolérant, quelqu'un qui aime bien les rapports humains. Et par exemple, je me sens mal quand quelqu'un se sent mal dans l'équipe. Et ça me prend à cœur aussi parce que j'ai envie de voir voilà, les plus jeunes, bon là je suis le plus vieux et de loin, mais j'ai envie de voir les jeunes qui réussissent, qui prennent le flambeau, qui reprennent le flambeau. Et du coup, j'ai vraiment à cœur que tout le monde se sente bien dans l'équipe, donc je le fais de manière un petit peu insidieuse. Je lève pas le doigt pour dire bon, ben, est-ce que tout le monde se sent bien ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment envie que tout le monde prenne sa place. Et ça, c'est aussi dans mes intérêts. C'est-à-dire que j'ai besoin de mes repères. Par exemple, mon coach, j'ai besoin qu'il soit à la place à laquelle j'ai envie qu'il soit quand je suis dans le besoin, quand je suis en catastrophe stressée parce que je ne m'en sors pas avec mes stratégies ou parce que j'ai fait un mauvais run juste avant. J'ai envie que mon coach il me soutienne avec les repères qu'on a instaurés tout au long de l'entraînement, tout au long de notre vécu, de nos expériences ensemble. Mais c'est aussi vrai pour les autres athlètes. Donc j'aimerais bien qu'il me dépasse, mais en même temps ça me rassure un petit peu quand il reste en dessous. C'est un certain repère pour moi. Donc par exemple, s'il y en a un qui va venir me titiller, bon, ben, je vais être beaucoup moins rassuré, je vais me surengager, je vais me dépasser, et c'est aussi tout aussi bon pour moi. Donc on est une équipe de concurrents en fait. On a vraiment tendance à s'entraider pendant les entraînements, même en course, suivant les situations. Une fois le portillon de départ franchi, effectivement, il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus de coéquipiers, il n'y a plus que des concurrents. Mais on conserve quand même ces échanges permanents, on conserve cette entraide quand c'est possible, et en fonction des affinités, évidemment. Et voilà, et moi je vois ça un petit peu d'en haut, parce que j'ai ce poids du leadership. Moi je le prends plutôt comme un poids, des fois je préférais être un petit peu plus en dessous, et voilà, me challenger avec ceux qui sont au-dessus, parce que c'est quand même extrêmement difficile de rester au sommet. Rester au sommet, ça me fait penser à quelque chose. Je pense qu'on l'a vu tout à l'heure, ça fait plus de 10 ans que tu skis. Tu es au sommet quasiment depuis 10 ans, donc c'est le défi des sportifs de haut niveau, de se maintenir au haut niveau, à la première place. Ouais, ça c'est être au sommet depuis 10 ans, c'est ce qu'on voit dans les statistiques, ouais. Quand on voit les chiffres comme ça. Mais sur le terrain, c'est loin d'être ça. Sur le terrain, chaque course est une remise en question, chaque run est une remise en question. Il n'y a jamais rien de gagné avant d'avoir passé la ligne d'arrivée. Et pour moi, si j'avais été au sommet depuis 10 ans, eh ben, j'aurais gagné tous mes runs, de loin, sans faire une erreur, sans m'accrocher avec qui que ce soit. C'est loin d'être vrai. On est à des années-lumière de ça. Donc pour moi, être au sommet, ça n'existe pas en sport. Ça existe par les médias, ça existe par les faits statistiques, mais ça n'existe pas dans notre intérieur d'athlète de haut niveau. C'est pas possible de rester au sommet pendant 10 ans. Je pense que ta réponse est très, très intéressante et très pertinente. Et effectivement, là, c'est le vécu et c'est une réponse très personnelle. Un bout d'introspection aussi, ouais. Parce que bon, voilà, ça fait 13 ans que je parcours la Coupe du Monde, et c'est vrai que j'ai eu des années incroyables. Mais même au bout de ces années incroyables, je me suis dit, mais tiens, j'aurais quand même... Voilà, ça ne s'est pas tout passé non plus comme dans le monde des bisounours. Donc il y a toujours à revoir, il y a toujours à refaire, et la perfection n'existe pas. Hein. Aujourd'hui, on entend dans certaines interviews de sportifs de haut niveau quasiment la notion de burn-out sportif. Hein. Des joueurs ou des sportifs qui arrivent au bout. Est-ce que toi tu as vécu, senti les prémices ou voilà, cette pression mentale, comment on arrive un petit peu à la gérer? Moi je suis très très loin de ce genre de situation. Bon, j'ai eu des moments très difficiles, voilà, sans les citer cette année, j'en ai eu, voilà, j'ai eu des gros revers, mais c'est le burn-out général, non. Enfin, moi je n'ai pas le droit de me plaindre. J'ai une vie magnifique, je parcours le monde, je fais un sport qui me passionne. Voilà, je pourrais faire de la natation, compter les carreaux au fond. C'est quand même bien moins engageant que de dévaler les pistes du monde entier. Donc non, moi le burn-out, ce serait arrêter ma carrière sur un burn-out. Voilà, je pense que c'est pas possible. Je suis bien trop passionné par ce que je fais.
c'est ma philosophie de vie, c'est ce qui m'anime au quotidien, donc c'est pas ce qui va me détruire, j'espère. Ou alors je le sens pas venir. Non. Question à Franck, dans la vidéo, tu évoques également une mission sur le recrutement. Aujourd'hui, recruter dans le milieu du rugby, c'est déjà fonctionner avec des intermédiaires, des agents. Donc, comment, en gros, tu t'y prends, comment on recrute aujourd'hui des joueurs confirmés ou des jeunes joueurs. Donc, voilà. Parce que ce côté recrutement est important, puisqu'on le retrouve dans le milieu du travail, hein, quand il faut recruter des collaborateurs également. Aujourd'hui, on a une cellule de recrutement qui a été créée donc, à ma prise de fonction, que j'essaie de piloter de la meilleure des façons, avec les coachs, bien évidemment, le président et puis la DAF, pour la gestion des budgets. Le recrutement, déjà on essaie d'être pertinent par rapport au plan de succession. Voilà, qu'est-ce qu'on a à la maison avant d'aller chercher ce qu'il y a à l'extérieur. Des fois à la maison il y a des talents dissimulés qu'il faut aller réveiller un petit peu, qui attendent que ça, il faut leur tendre la main, et donc ça c'est la première des choses. Et après on essaie de mettre des plans d'action en place effectivement pour être le plus pertinent possible sur le recrutement. Alors en rugby, la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des intermédiaires, donc des agents de joueurs. Aujourd'hui, il y a une centaine d'agents de joueurs qui font l'interface entre le joueur et les clubs, une centaine d'agents agréés par la Fédération française de rugby. Et aujourd'hui, il est très très difficile de pouvoir rencontrer le joueur sans son agent. Il est très difficile de les rencontrer pendant la saison parce qu'eux aussi sont en compétition, ils sont aux entraînements. Donc on a du mal en fait, à rencontrer les gens et faire des vrais entretiens d'embauche, entre guillemets, quoi. Et après, le potentiel d'entente du joueur, moi je ne le connais pas, quoi. Parce qu'on a beau le voir jouer au rugby, on a beau le voir comme ça une fois et discuter avec lui du projet. Pourquoi tu viens à Grenoble? Qu'est-ce qui t'attire au FCG? Pourquoi tu as envie de te challenger ici? Pourquoi tu veux quitter ton club? Le potentiel d'entente, moi je ne sais pas comment il va se comporter avec les coéquipiers ou les entraîneurs, je ne sais pas. Est-ce qu'il va adhérer au projet de jeu? Est-ce qu'il va adhérer au système? Est-ce qu'il a envie de prendre le leadership justement parce que c'est un garçon de renom, qui a du talent? Ça c'est difficile. Et honnêtement, on ne fait pas du 100% gagnant, quoi. Alors, la chance entre guillemets qu'on a par rapport à mon entreprise, c'est que nous on signe des CDD d'1 an, 2 ans. Au pire des cas, le joueur s'en va. Au pire des cas, il y a une rupture. Donc il n'y a pas de CDI, on ne le traîne pas comme un boulet pendant 10-15 ans. Mais on essaie de ne pas se tromper quand même parce qu'il y a beaucoup d'argent. Les salaires moyens des joueurs ont beaucoup évolué sur les dernières saisons. Aujourd'hui, un petit chiffre, mais c'est sorti il y a 3 jours. Salaire moyen d'un joueur de top 14 de 13 000 € par mois brut il y a 5 ans, 20 000 € aujourd'hui. Bon, il faut y aller, quoi. Hein. Il faut accélérer. Donc on peut se tromper, mais il faut faire attention quand même, quoi. Donc voilà. Et puis on essaye d'être cohérent, encore une fois, par rapport à notre jeu, notre politique sportive, de privilégier ce qu'on a en interne, ça c'est la clé. Et puis il y a un partage de responsabilité d'une certaine manière. Avec une équipe de recrutement, on est 5-6, du coup on valide des choses ensemble. Et puis si on se trompe, ça peut arriver, on les assume ensemble, les erreurs. Peut-être une question à Pierre sur le même thème. Est-ce que tu as été amené à recruter des collaborateurs, des gens qui amènent des choses à ton dispositif, et sur quoi tu t'es basé? Alors pas en l'état, non. Je travaille avec la Fédération française de ski en étroite relation sur les recrutements. Là encore, c'est aussi mon statut de leader du groupe qui me permet aussi d'avoir un droit de regard qui est totalement informel d'ailleurs, hein, mais qui me concerne tout de même, puisque voilà, quand on change de technicien, ça me concerne directement. Quand on change de kiné aussi, de coach, voilà, c'est encore une autre histoire. Mais oui, ces collaborateurs, ils sont choisis, donc par mes soins non, mais avec quand même mon biais ou mon conseil, ou au contraire, ils sont éloignés avec, voilà, enfin vous avez compris le principe, mais j'ai pas eu dans ma vie à recruter quelqu'un sur qui j'allais compter 100%, qui allait me servir à 100%, et qui allait porter vraiment la responsabilité ou une part de responsabilité de mon succès. Donc là, je me suis pas encore trop mouillé de ce côté-là, donc non, j'ai pas vraiment cette compétence.
Ceci dit, voilà, je travaille aussi avec mon préparateur mental que j'ai choisi moi-même et qui m'apporte énormément. Mais voilà, j'ai rien signé avec lui, ni de CDD, ni de CDI. Donc si je veux arrêter la collaboration du jour au lendemain, c'est totalement possible. Mais par contre, voilà, il faut que quand on travaille ensemble, il faut vraiment que les intérêts soient servis avant tout et qu'il y ait un engagement à 100% pour moi, mais aussi pour l'équipe. Parce que moi, je raisonne aussi en termes d'équipe. Je me détache pas de l'équipe sous prétexte que j'ai des meilleurs résultats que les autres. Nous, les collaborateurs avec lesquels on travaille, ils servent une équipe. Une question peut-être à Pierre et à Franck sur, on a abordé tout à l'heure la notion d'adversaire. Ce qui m'intéresse, c'est un petit peu de savoir comment vous prenez en compte cet adversaire ou ces adversaires. Au départ d'un run, ces adversaires, toi tu les considères comment, Pierre? C'est des partenaires, des ennemis, Difficile à dire, il faudrait que je réfléchisse 2 minutes, mais en entraînement, c'est définitivement des partenaires, on s'en sert, on se sert mutuellement pour servir notre technique, notre perfectionnement, notre stratégie et tout ça. En course, je ne me suis jamais posé la question vraiment en ces termes. Je dirais que avant le départ, donc quand on a les mains sur les poignées de départ, c'est des ennemis, définitivement. Une fois le portillon passé, on ne pense plus qu'à la technique, un peu à la victoire sans trop y penser non plus, à aller vite, à la performance, à ce qu'on peut vraiment fournir de mieux, de meilleur. Et là, les adversaires, en tout cas pour moi, sont vraiment des atouts. C'est-à-dire que je veux être meilleur qu'eux, donc c'est eux qui me transcendent, c'est grâce à eux. Je serai tout seul dans mon parcours face au chronomètre, je ne fournirai pas la même chose, c'est clair et net. Et d'ailleurs, mon coach s'amuse de moi là-dessus en entraînement, où il arrive à me placer dans des situations où je vais arriver à me transcender comme en course. Et c'est moins facile, à mon grand âge, de se transcender en entraînement comme en course. Donc il arrive à jouer un petit peu avec moi et à m'amener un petit peu là où il veut et finalement à amener mon potentiel là où il veut. Et je trouve ça assez drôle, moi je me prends au jeu aussi parce que voilà, c'est du gagnant-gagnant forcément. Alors, Franck, quand on regarde un match de rugby, ou du moins l'entrée des équipes d'un match de rugby, aujourd'hui on ne voit plus de joueurs surexcités comme il y a une dizaine d'années. Je trouve les joueurs plus apaisés en tout cas. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une approche de l'adversaire qui est plus distante, où les joueurs sont centrés sur autre chose au moment du début de match? Question difficile. Merci. Bonne question. Ouais, il y a plus de contrôle, forcément, il y a plus de contrôle, notamment avant les matchs. On voit moins d'impulsivité dans les vestiaires, on voit moins de choses comme on pouvait le voir il y a quelques années. Par rapport à l'adversaire, tout dépend de l'adversaire, encore une fois. Souvent, c'est des copains qu'on a rencontrés 5, 10, 15 fois, avec qui on est parfois en sélection. Donc, même si c'est l'adversaire du jour, bon, ça reste quand même quelqu'un qu'on apprécie parfois, donc c'est difficile. Et puis, vous avez des adversaires, bon, tu as montré le clip tout à l'heure, quand tu joues Jonah Lemou, tu te prépares un peu quand même, parce que tu sais que ça peut piquer, et il faut, il faut se préparer au combat, et c'est plus un ennemi qu'un copain pour le coup. Et il faut vraiment, il faut pleine d'énergie, pleine de motivation le jour où tu le rencontres. Mais c'est vrai que de voir des avants qui, avant les matchs, parlent pendant 1 heure, ça se voit beaucoup moins. Après, il faut trouver le juste milieu entre j'arrive avec les casques sur les oreilles avant le match, très décontracté, en mode je contrôle tout. Et puis quand même, il faut switcher sur le focus. Je me prépare quand même, je prépare un match. Ça dure 2 fois 40 minutes, on a travaillé toute la semaine ces stratégies-là. Il y a quand même une concentration qui fait que il y a plein de choses à mettre en place quand même sur le terrain, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on voit des joueurs qui sont un peu moins volubiles qu'auparavant et qui sont plus concentrés sur le plan d'action. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on a dit, quoi. C'est ça le plus important, quoi. Donc là, ça fait 1 heure que Pierre et Franck interviennent. Je vais laisser la parole à Malek si tu te sens de faire un petit point encore. Et puis après, on tenait vraiment à ce que vous posiez des questions. Donc je vous demande déjà de commencer à préparer vos questions, puisque après on va organiser un petit temps d'échange et puis vous aurez toute liberté bien évidemment de poser vos questions.
on fera circuler le micro. On a abordé quand même sur cette deuxième partie la notion de management d'équipe, la notion de leader, comme tu l'avais un petit peu évoqué au départ. Soit tu souhaites maintenant faire un petit point, soit tu le fais un peu plus tard, comme tu veux. Ouais, j'ai le micro maintenant, je ne vais pas tout dire. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites et qu'on retrouve dans le monde du management, notamment que le leadership, c'est de l'horizontal, c'est de l'impulsion, c'est aussi reconnaître le travail des uns et des autres au sein du groupe, etc. Donc le leadership, c'est amener le groupe ou l'individu à donner le meilleur de soi dans un contexte particulier. Mais ce qui m'a attiré le plus mon attention, c'est quelque chose dont on parle beaucoup au niveau du management, c'est à travers les expériences que vous dites, pendant la préparation, par exemple pour Pierre, mes coéquipiers, je coopère avec eux. Pendant la compétition, j'oublie tout et c'est mes adversaires. Pareil pour le rugby, et ça c'est très important parce que ça montre comment dans le sport de haut niveau, on arrive à trouver l'équilibre entre la concurrence et la coopération. On appelle ça dans le monde du management la coévolution ou la coopétition. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a besoin de l'autre pour avancer, donc on coopère, mais en même temps, il faut avancer plus vite que lui, tout en, comme tu disais, en évitant de mettre en danger le collectif. Voilà, pour ce que je peux dire par rapport à ce point. Donc là maintenant, tu vas travailler sur ta synthèse après les questions qui auront été posées par qui se sent, qui a envie de poser la première question. C'est la plus dure généralement. Donc bonjour, merci d'être venu pour cette intervention qui était intéressante du coup. Moi j'ai une question pour Franck. Tu parlais quand tu disais que manager, il y avait des dangers, les non-dits, la routine. Dans le monde de l'entreprise, mine de rien, la routine c'est quand même quelque chose qui cherche à instaurer un peu pour... le travail c'est un petit peu récurrent, enfin en général les travaux que font les gens c'est un peu régulier. Donc est-ce que tu aurais une idée un petit peu de comment casser cette routine, des choses pour justement éviter ce danger du management? C'est une bonne question également, merci. Tout dépend les corps de métier, encore une fois, c'est sûr qu'il y a quand même des métiers qui parfois sont un peu répétitifs, chronophages, sur les gens qui sont à la chaîne, à l'usine, au quotidien, changer la routine, c'est compliqué, donc il faut essayer de leur apporter des choses qui font qu'ils vont peut-être sortir du cadre de l'entreprise et apporter des moments d'oxygénation, de respiration collective. Alors on parle beaucoup de team building en ce moment, mais ça peut être effectivement des moments d'équipe, de partage, hors cadre de travail, pour justement essayer de créer une forme de synergie, une forme de coopération entre les gens qui parfois se parlent peu et du coup se connaissent peu, et pourtant ils sont dans la même usine, dans la même chaîne. Donc c'est créer les conditions qui font que parfois on va se retrouver en dehors du contexte boulot et passer des bons moments ensemble et parler de tout d'ailleurs, peut-être sauf de boulot. Moi je milite par exemple pour la 3e mi-temps en rugby, alors attention. La 3e mi-temps contrôlée. Ce que je veux dire par là, c'est que on se dit plein de choses en 3e mi-temps qu'on a bu de bière. Plein de choses. Vous savez, les anglo-saxons, eux, le vendredi soir à 16h, ils sont dans les pubs. Le patron, le directeur de marketing, de la com, ils sont tous ensemble dans le pub. Bon, ils finissent un peu plus tard. Mais ils se disent plein de choses. Qui se disent jamais au quotidien. Jamais dans une réunion. Jamais dans un bureau. À partir du moment où tu envoies une invitation sur Outlook, sur ton message, ça veut dire que, attention, il y a réunion, le N+1 me convoque, donc je rentre dans le cadre et je vais peut-être pas pouvoir tout dire. Et c'est comment on fait justement pour... mais le management en minute, autour d'un café, alors je disais la bière à 3e mi-temps, mais j'apportais beaucoup d'importance à ce moment-là.
parce qu'on pouvait parler du match, on pouvait parler de la semaine de travail, on pouvait parler de la famille, on pouvait parler de plein de choses qui font que, alors je ne sais pas si ça casse la routine au quotidien, mais tu t'intéresses aux gens du coup. La coopération, c'est s'intéresser aux gens déjà à la base. Parce que si tu n'as pas un peu d'humain, s'il n'y a pas un peu d'humain, si tu ne t'intéresses pas aux gens, tu n'es pas fait pour être manager et encore moins leader. Le leader, il est choisi par ses coéquipiers en général. Et donc du coup, si tu n'as pas ça en toi, si tu ne vas pas vers les gens, c'est compliqué. Donc voilà, des petits indices comme ça, des petits moments partagés, privilégiés, intéressants, qui font que tu vas créer du lien, tout simplement, avec les gens. Et ça, ça peut être dynamisant, ou redynamisant en tout cas. Merci. J'ai gagné. Pierre Arnaud, Office municipal des sports pour aujourd'hui. Je voudrais revenir sur la question de la gestion horizontale de son équipe qu'a donné Pierre, parce qu'il voudrait une gestion horizontale dans son discours, et puis quand on écoute derrière, on sent bien quand même qu'il y a un petit peu de gestion verticale, et que ça serait difficile qu'il n'y ait pas un compromis entre gestion horizontale et verticale, ça doit être pareil au rugby. Et finalement, quelle serait, avec l'expérience que chacun a, entre Franck et toi, Pierre, quels seraient les ingrédients de ce compromis entre gestion horizontale et verticale d'un groupe, d'une équipe, à son service, ou alors à construire? Bon, moi, en tout état de cause, j'évite la gestion verticale, parce que je ne suis pas à ma place. Alors peut-être que inconsciemment, oui, il y a une certaine gestion verticale, puisque j'ai plus d'expérience que les autres, puisque j'ai plus de résultats, mais ouais, en tout état de cause, j'évite. Mais s'il y a quelque chose, je pense, qui peut vraiment lisser tout ça, c'est la confiance. Je pense dans le management, il y a aussi une grosse part de confiance. Et le compromis, il est peut-être ici, c'est que quand on se fait tous confiance, et ben, tout passe mieux, à mon avis. Et moi, j'essaie vraiment d'instaurer cette confiance au sein du groupe, et aussi j'attends que les autres l'instaurent. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance, mais aussi je ne peux pas m'entraîner et me mesurer à un autre athlète si j'ai pas confiance en lui, parce que je sais pas où est-ce qu'il va m'amener, je sais pas quelle est son idée, et on revient aussi un petit peu sur les non-dits, hein. Quand il y a des non-dits, en général, il y a peu de confiance. Donc voilà, moi ce serait plutôt là, à trouver le compromis entre gestion verticale et horizontale. Ce serait vraiment d'instaurer tout ça dans un climat de confiance, et pour lisser toute relation dans le groupe. Alors, je vais prendre le relais, du coup, il m'a fait la passe. En rugby, la WFCJ, on a beaucoup travaillé les dernières saisons sur la confiance, bien évidemment, mais la confiance, elle va se chercher, il faut stimuler, quoi. Ça ne vient pas naturellement, quoi. Et du coup, il faut proposer aux collaborateurs de prendre des initiatives, de proposer des choses. Et ça se crée comme ça. Et après, avec les joueurs, encore une fois, quand vous êtes plus de 8-12 dans une salle, c'est difficile de prendre la parole, la collaboration, la coopération est plus difficile. Donc il faut être capable de faire des petits groupes de travail, quoi, tout simplement. Des petits groupes de travail où les garçons vont pouvoir échanger. Il faut les changer, les groupes, régulièrement. Là, il y a des choses qui vont émerger, que ce soit dans la vie de groupe, au quotidien, sur les plannings, sur les charges de travail, sur la relation entre entraîneur-entraîné. Et c'est très enrichissant. Du coup, on est plutôt sur une forme de management pas vertical, mais plutôt horizontal, où on est vraiment dans l'échange, la collaboration. Et il faut créer un climat comme ça pour que ça puisse être énergisant et dynamique. Et se dire les choses en toute transparence, parce que ça c'est quand même fondamental aujourd'hui, de pouvoir se dire des choses, y compris quand ça va pas trop bien, pour le bien de l'équipe, pour le bien du collectif. Et c'est pas contre le joueur, bien évidemment. Mais voilà, et puis après prendre le temps d'individualiser le travail aussi. On a tendance en rugby, comme c'est un sport où il y a beaucoup d'éléments, conquête, jeu au pied, attaque, défense, etc., de faire un peu du fourre-tout, d'englober tout ça et de faire des séances où on met tout dedans, mais on se rend compte qu'il faut quand même être plutôt précis aujourd'hui et individualiser les programmes et les projets. C'est très intéressant parce que du coup, chaque individu a beaucoup de choses à donner et
il y a des choses qui peuvent changer. C'est-à-dire que je nommerai pas son nom, bien évidemment. Mais moi, j'ai côtoyé un garçon qui m'a marqué vraiment sur les 10 années de coaching, qui a passé que 2 ans à Grenoble. C'est un garçon, un écorché vif, viré du centre de formation de Castres, viré du centre de formation de Narbonne. Il s'est retrouvé plagiste à vendre des beignets sur la plage parce qu'il était viré de partout. Un vrai potentiel, un vrai talent, mais un garçon voilà, difficile à manager pour les gens des centres de formation. Ils ne rentraient pas dans le cadre, dans le moule, donc ça n'allait pas. On ne peut pas garder les gens comme ça. Ils n'ont pas de projet, ils sont ingérables, on ne garde pas. Sauf que ce garçon, il a rebondi dans un petit club, il a fait des bons matchs, et puis on l'a recruté. En le challengeant, du coup, on lui dit, ben voilà, aujourd'hui, Grenoble te tend la main, en top 14. Donc on va voir ce que tu as dans le ventre. Évidemment qu'au début, ça a fighté. Il partait dans tous les sens, il ne respectait pas le cadre, il était hors sujet parfois, les troisième mi-temps, alors j'en parle même pas. Je me suis dit, mais quand même, ce garçon, il a quelque chose, c'est un affectif. Voilà, c'est un affectif. Et je pense qu'il peut beaucoup donner. Lui, je pense qu'il peut beaucoup donner. Mais il faut qu'on s'occupe de lui. Et j'ai pris le pari, alors ça m'a pris du temps, ça a été un peu énergivore pour le coup, mais tous les lundis matins, on se voyait. Tous les lundis matins, on se voyait. Et on faisait des bilans tous les lundis matins. De son match, ou de son week-end s'il ne jouait pas, de sa semaine, de sa famille, de ses enfants, parce qu'il a des enfants. Et ce garçon-là, si on ne l'a pas, l'année où on le coach, on ne se maintient pas en top 14. Il nous fait gagner 6 matchs dans l'année, à lui tout seul. À la fin de la saison, j'ai arrêté de coacher, choix personnel, en 2014. L'année suivante, il a fait 1 match. Et il est parti. Parce que les gens qui ont pris ma place ont pris moins de temps. Il faut prendre du temps avec les gens, en fait. C'est une des clés aussi. Et quand on a 45 personnes, c'est un peu compliqué, mais il faut se répartir les tâches et les missions. Et si on a tous cette volonté-là de faire grandir les gens, ça peut être pas mal. En tout cas, ça donne de bons résultats parfois. Bonjour, j'avais une question sur la recherche de performance dans le milieu sportif versus le milieu professionnel. Donc Pierre en parlait un petit peu, la vision médiatique de la performance globale où quelqu'un domine une saison, plusieurs saisons, alors qu'en fait on sait que c'est une succession d'échéances qui se passent plus ou moins bien. Alors que dans le monde professionnel, on va rechercher souvent une performance continue, c'est-à-dire qu'on va demander aux collaborateurs de performer au quotidien. Il y a moins, en tout cas dans la plupart des métiers, ou les métiers qui me concernent peut-être, de focus sur des échéances où il faut qu'à ce moment-là, on soit prêt et on donne la performance maximum. Et du coup, ma question, c'est les outils qu'on a dans le milieu sportif pour cette recherche de performance, quel parallèle, ou pas, on peut faire avec le milieu professionnel? Je vais peut-être pas m'aventurer sur le parallèle parce que le milieu professionnel me connaît peu et je le connais peu, mais je peux déjà délivrer peut-être quelques clés. Bon, déjà, la recherche de performance, oui, nous avons de gros événements, mais elle est au quotidien. Elle est au quotidien, c'est une succession d'objectifs réalisés ou pas. En général, quand c'est au quotidien, ils sont plutôt réalisés, mais ça vaut le coup de les mettre en lumière. C'est-à-dire que quand je vais à la salle de muscu ou faire une séance de cardio, j'ai envie que ce soit une réussite et j'ai envie que ce soit une performance. Donc ça, c'est au quotidien, c'est un échelonnage sur l'année dédié à la performance qui peut être le jour J des Jeux Olympiques. Pour ce qui est des grosses échéances comme ça, j'ai beaucoup travaillé sur la gestion de mes émotions, par exemple, parce que je me suis rendu compte que les émotions c'était tout un tas de choses qui avaient tendance à nous polluer, à biaiser notre vision, à nous mentir, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Hein. Et donc moi j'ai essayé de m'affranchir vraiment de la réception de ces émotions et de les ressentir en général. Pour ça, j'ai quelques petites techniques psychologiques qui sont vraiment liées à la réalisation de la performance. C'est-à-dire, une petite anecdote, par exemple, je parlais tout à l'heure de mon Olympiade de 2010. Il y avait
6 Coupes du Monde avant les Jeux Olympiques, donc 2009-2010, j'en gagne 5, et à la dernière, je fais 2e. Bon, là, visiblement, la médaille d'or au jeu, elle est pour moi. Donc je suis allé à Vancouver en me disant, bon, normalement, au pire, ça va aller, je vais faire 2e. Si je fournis à peu près ce que j'ai fourni sur les Coupes du Monde, il n'y aura pas de souci. Mais je me suis menti parce que là-dedans, ce que j'ai oublié, c'était comment réaliser cette performance. Et pour moi, c'était une évidence que bon, j'allais fournir ce que je fournissais d'habitude. Et en fait, je suis arrivé au départ à tel point, je ne savais même plus comment être rapide, quel mouvement mettre en place pour être plus vite que les autres et tout ça. Simplement parce que je me suis trop projeté sur la performance, qui était, sur la performance, sur la victoire, on va dire, qui était un objectif majeur pour moi. Voilà, 2010, j'avais 23 ans, je voulais absolument être champion olympique, ça faisait déjà 4 ans que ça me courait, et pour moi, 2010, c'était là que j'allais être champion olympique. Sauf que avant la ligne d'arrivée, il se passe toute une succession d'objectifs qui sont au quotidien, et au plus on se rapproche de l'événement, au plus ils sont importants, au plus ils sont timés, au plus ils sont millimétrés, précis, et là je pense que je me suis fait simplement déborder par mes émotions. J'ai vu la victoire, j'ai vu la ligne d'arrivée, je me suis vu avec la médaille autour du cou, bien trop de fois, parce que aussi les médias montent la tête avec ça. Ah, tu vas au jeu pour la médaille? Bah oui, je vais au jeu pour la médaille, c'est une certitude, sauf qu'avant la médaille, y a 1000 trucs à faire. Et ces émotions que procurait la médaille m'ont empêché d'avoir cette médaille. Donc moi, quand je suis au départ, maintenant, j'oublie la médaille, j'oublie la performance, enfin j'oublie la victoire. Je visualise la réussite, mais c'est pas après le travail, c'est pendant le travail. C'est quand je suis sur une bosse et qu'il faut que je fournisse mon amorti le meilleur possible, dans un virage que je fasse mon meilleur carving. C'est vraiment, alors, je ne vais pas vous parler technique, mais c'est vraiment des points techniques, des balises techniques que je mets tout au long de ma performance pour après arriver à la victoire. Mais pour arriver à la victoire, surtout, je le chasse de mes idées. Voilà, si ça peut être un petit tip. Je veux juste apporter un complément par rapport à votre question. Il y a par contre une différence entre le sport de haut niveau et le monde du travail. C'est que dans le sport de haut niveau, il y a une différence au niveau de la mesure de la performance et de la manière dont on y arrive. Dans le sport de haut niveau, il y a tout un travail qui est fait, mais le jour de la compétition, le résultat, il est médiatisé, il est connu par tout le monde, et la manière dont on y arrive aussi. Alors que dans le monde du travail, on nous demande d'être performant tout le temps, et la mesure de la performance, elle est aussi diluée dans le temps, et par un ensemble de facteurs et de méthodes aussi de gestion. On ne sait pas le faire, on ne le fait pas correctement, et du coup, certains, on a d'habitude, on a peut-être parfois l'habitude, plutôt l'impression de ne pas y arriver, d'être pas performant, ou de l'être un peu trop, etc. Donc la mesure de la performance dans le monde du travail, elle est très différente, alors que dans le sport de haut niveau, la performance, le résultat, il est mis en évidence dans un temps T, et d'une manière qui n'est pas discutable. Voilà. Question ? Oui, c'est pas tout à fait une question, c'est plus une réflexion qui va dans le sens de la dernière question et de votre réflexion. Moi, j'ai les deux casquettes, puisque je suis dans le monde du sport, ancien sportif. Je travaille pas mal avec Jean-Pierre et Franck au sein de la formation du FCG. Et je suis entrepreneur par ailleurs, et je fais constamment le parallèle entre le management sportif, justement, et entreprise. Et je crois que une des grosses différences, c'est la passion qu'on retrouve dans le sport. On parle d'émotion depuis tout à l'heure. Au travail, j'ai différentes typologies d'employés. J'ai des opérateurs, il n'y a plus de passion. Eux, ils viennent chercher un chèque à la fin du mois, ils me le disent d'ailleurs. Donc, on essaie d'apporter une certaine société sympa. J'ai les parallèles, c'est de la cohésion. Je fais la réunion générale derrière, petite grillade, bon, on est une trentaine. Derrière, on fait petite grillade, etc. Il y en a qui ne viennent jamais. On essaie de mesurer continuellement les performances et d'améliorer les performances. Nous sommes ISO 9001 et 14001.
Ça se mesure, c'est sanctionné par des primes, c'est sanctionné par des augmentations, mais malgré tout, j'en ai qui ne souhaitent pas forcément évoluer. Aujourd'hui, j'ai une société qui est en développement, j'avais une situation établie auparavant, il y a une dizaine d'années, pardon, j'ai tout remis en cause. Ce qui a fait que je suis entrepreneur, c'est ce côté passionné, quelque part, qu'on recherche. Il y en a, j'arrive pas à accrocher quoi que ce soit. On a une entreprise qui se développe assez fortement. Mon thème, c'est de leur dire, la boîte grandit, je veux que vous grandissiez avec, même si on a chacun nos limites de compétences, etc. J'ai des opérateurs qui plantent des clous toute la journée, qui ne veulent pas faire autre chose. Et je crois que c'est une des différences, parce que sur le reste, je fais très souvent énormément de parallèles sur le management des gens. Je suis un amoureux du sport co, mais je suis très observateur du sport individuel et la performance physique individuelle, etc. Mais de par ma culture de sport co, voilà. Les parallèles, on les fait très souvent. Les gens, je fais en sorte de les faire évoluer, mais jusque-là, j'ai jamais trouvé de parallèle encore par rapport à cette population-là qui, malheureusement, il y a plus côté passion. Et il n'y est pas, et même si je leur donne la possibilité d'évoluer, j'arrive pas à accrocher dessus, et c'est ce que je recherche. Et je crois que c'est la grosse différence entre Alors quand on parle de sport de haut niveau, on a forcément des passionnés. Forcément, parce que pour avoir la médaille, pour avoir tel résultat, il y a tout le travail en amont, etc., qui fait que si on n'est pas passionné, c'est la différence entre le sportif de haut niveau, je pense, et le sportif lambda. Dans le monde professionnel, il y a ceux qui vont avoir envie d'évoluer, qui vont être faciles à challenger, puis ceux qui, eux, justement, de par culture, ne sont pas forcément sportifs, n'ont pas cette culture-là. Ils vont être contents de l'augmentation, mais bon, et c'est la grosse difficulté, c'est un des seuls points où j'ai jamais réussi à faire le parallèle entre le sport, qu'il soit de haut niveau ou pas, et le monde de l'entreprise. Merci Jacques, je pense que c'est un témoignage assez intéressant, parce que là on est vraiment sur les retours entre les retours d'expérience des sportifs. Juste pour finir, je paye un week-end de Thalasso à celui qui me donnera la solution un jour. Avec grand plaisir. Donc, je vous transmettrai l'adresse. Il y a un micro dessus. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Humbert Furino, donc je suis enseignant ici. Et j'ai une question pour Pierre. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. En fait, ce que je voulais dire, c'est que Pierre, c'est un excellent étudiant, c'est pas d'alphabétisation, c'est vraiment, tu as obtenu de très bons résultats. En tout cas, chez moi, tu as été le meilleur étudiant, alors qu'on était à distance. C'est une matière qui est super aride, c'est les bases de données, etc. Donc on parlait de passion, mais en fait, moi, ma question, c'est où est-ce que tu trouves la motivation pour t'engager à fond dans tout ce que tu fais, même si ça n'est pas, c'est pas médiatisé, c'est absolument pas forcément passionnant, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de paranoïa de la performance, c'est-à-dire qu'il faut être bon même sur les matières scolaires? C'est un esprit de compétitivité en général, je pense qu'on ne se refait pas, voilà, moi je suis né dans le sport et la compétition ça a toujours été au cœur de mes préoccupations, et bon, je ne vais pas dire que je suis mauvais perdant et que je le prends mal quand je suis deuxième, mais on n'en est pas loin, quoi. On n'en est pas loin. Alors quand c'est quelque chose que je maîtrise, comme le snowboard, je le prends vraiment mal quand je suis deuxième. Après, ça me touche beaucoup que tu me dises que j'ai été ton meilleur élève. Alors, je pense que... Non, mais là, c'est vraiment statistique, en fait. C'est vraiment pas de la flagornerie, c'est fait. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'a... Je me dis, comment ils trouvent... Parce qu'en plus, on était à distance, on se faisait des Skype, etc. Donc déjà, quand on est en face à face, c'est compliqué. Mais alors là, pour être aussi hargneux, quoi, de rien lâcher, et vraiment, je veux être le meilleur, c'est... alors après, base de données, Humbert, moi ça m'a beaucoup plu, il y a ça aussi. Toi tu penses peut-être que ta discipline ne plaît pas ou a tendance à être un petit peu barbante, mais franchement, base de données, moi je me suis amusé, donc je pense que ça passe aussi par là, et c'est aussi l'intervention de Jacques, pardon, rien à voir. C'est aussi l'intervention de Jacques quand il y a un brin de passion. Alors bon, je ne suis pas passionné de base de données, mais j'y ai trouvé quand même mon intérêt. J'ai aussi essayé de
m'ouvrir l'esprit sur ce que ça pouvait m'apporter, sur quel avantage ça pouvait me donner. Et bon, j'ai trouvé des choses, j'ai honnêtement trouvé des choses, et du coup j'ai réussi sans problème à m'investir. Alors je dis pas que je pourrais m'investir comme ça dans tout et n'importe quoi, mais effectivement quand il y a quelque chose que j'accroche, ben, directement j'emboîte le pas et je fais le maximum pour essayer de faire bien, au mieux, voire même être le meilleur. Il y a une dernière question? Bonsoir, bonjour. Question pour Pierre. Tu as parlé de ton préparateur mental qui semble être quelqu'un qui n'est pas choisi par la fédération pour intégrer ton groupe. Comment cette personne elle est intervenue, parce qu'en fait elle a le même but que tes entraîneurs fédéraux, en fait choisis par la fédération, pour le but final est d'aller au plus haut niveau et performer. Comment cette personne l'a intégré? Est-ce que c'est ton ressort d'intégrer dans le staff? Parce que sa vision, sa façon d'être, elle impacte qui tu es et comment tu performes? Ou est-ce que c'est au staff d'aller intégrer cette personne? Comment c'est vécu? Comment c'est intégré? Alors cette personne, elle n'est pas du tout intégrée au staff, c'est une personne que je consulte, que je vois en dehors, on va dire, du cadre fédéral, et c'est un petit peu comme ça que ça se passe à la fédération, et c'est bien dommage aussi parce que la dimension psychologique, mentale, on en a parlé, c'est quand même extrêmement important, voire même au plus haut niveau, c'est le plus important, et malgré tout, je pense qu'en France, peut-être en Europe, moins en Amérique du Nord, on manque un petit peu de confiance en cette discipline qui est la psychologie. Moi, ça fait très simplement, c'est quelqu'un qui m'a été conseillé dans un cercle d'amis, encore une fois un cercle de confiance, une personne qui m'a dit écoute, je pense que voilà, je peux te conseiller cette personne pour t'aguerrir un petit peu psychologiquement, et effectivement le courant est passé directement. Alors je pense que dans la préparation mentale il y a de tout et n'importe quoi. Déjà il y a 50 disciplines, on a de la sophro, on a de la kinésio, on a tout et n'importe quoi à boire et à manger, il y a même des gourous, des marabouts, mais avant tout je pense qu'il faut que la relation se construise, et il faut une personne, encore une fois, de confiance, et il faut une personne qui avec sa discipline corresponde à nos valeurs, corresponde à notre tempérament. Et moi j'ai trouvé chez cette personne quelqu'un qui m'a beaucoup aidé sans en faire une addiction, parce que ça peut être aussi à double tranchant quand on a quelqu'un qui nous est très utile, qui sert beaucoup nos intérêts et qui disparaît pour quelque raison du jour au lendemain, avec qui on ne peut plus collaborer. Ça peut être à double tranchant. Donc voilà, dans cette mesure, moi j'ai trouvé vraiment quelqu'un qui me correspond, et je pense que là aussi c'est un coup de chance, parce que j'étais pas forcé de tomber sur cette personne qui m'a beaucoup aidé, qui m'a même fait obtenir mon titre en 2014, je pourrais même le dire en ces termes. Mais donc elle n'est pas intégrée au groupe, et ce serait peut-être quelque chose d'ailleurs à creuser, puisque des individus comme moi, on en retrouve dans l'équipe de France. Ce serait, je pense, extrêmement intéressant de les faire collaborer, mais là on est dans du management qui est totalement horizontal, vertical, pardon. On peut essayer de rebondir là-dessus. On vient de recruter là, au SCG un DPM, un développement personnel manager. Voilà. Sur la notion de bien-être au travail, et sur la notion aussi mentale. Mais lui, par contre, il a été choisi par le staff. Parce qu'il va d'abord travailler avec le staff. Parce que c'est bien que le staff soit organisé, soit en place, soit bien managé. Et du coup, il va beaucoup intervenir avec le staff aussi sur la gestion des émotions, sur le body language, sur tout ce qu'on peut véhiculer comme communication négative sans le savoir, sans s'en rendre compte. Donc il va travailler là-dessus, et il va évidemment travailler avec les joueurs qui le souhaitent. C'est des démarches individuelles, évidemment, sur le mental. Le mental en France, on ne le voit pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ça fait peur, tout simplement. Ça fait peur parce que les gens ne le maîtrisent pas. Les entraîneurs, les coachs, les managers ne maîtrisent pas la dimension mentale. Donc du coup, on n'en parle pas. Mais en fait, c'est quasiment incontournable pour le très haut niveau, en tout cas aujourd'hui.
Et je suis convaincu que cette personne-là va faire beaucoup de bien au club, va nous faire progresser, faire progresser des jeunes joueurs également. Voilà, et ça c'est devenu incontournable aujourd'hui sur le très haut niveau. Mais nous, il est vraiment intégré par le staff parce qu'il a été choisi par le staff. D'accord. Et j'avais une question pour toi, Franck. J'ai eu l'occasion lors d'une formation de rencontrer les entraîneurs de basket féminin du pôle à l'INSEP. Donc c'est pas du niveau professionnel, on va dire, rémunéré. Et ils mettaient en place dans le choix des coureurs, des basketteuses pardon, qu'ils avaient, des détections sur des leaders négatifs potentiels pour pouvoir éviter de rentrer en fait, dans leur sélection des leaders négatifs qui vont aller à l'encontre en fait, de la performance, même si ceux potentiellement meilleurs apporteraient que du négatif par rapport à de l'ego ou en tout cas des choses comme ça pour leur groupe. Je voulais savoir si au niveau professionnel, vous arrivez à mettre ça en place. Tout à l'heure, tu parlais de l'interférence qu'il peut y avoir avec les agents de joueurs. Est-ce que c'est quelque chose qui biaise un peu ces recrutements? Est-ce que vous avez la possibilité quand même de mettre ça en place afin de créer une performance, en fait, un effectif qui soit performant et cohésif entre eux? Disons que les agents, de toute façon, leurs joueurs sont très bons. Hein. Donc, si tu écoutes les agents, tu les prends tous. Donc, il vaut mieux se renseigner un petit peu, de par les clubs où ils sont passés, les entraîneurs qu'ils ont coachés. Leader négatif, je ne sais pas ce que tu entends par leader négatif, mais c'est par rapport à l'attitude, par rapport il y avait plein de choses. Il y avait, c'était du leader négatif, par exemple, dans un groupe qui a besoin de se mettre en avant pour être perçu comme meilleur et qui a besoin d'écraser en fait, les autres pour se montrer meilleur que les autres, par exemple. Ce qui, au final, même si la personne est meilleure, elle affaiblit le niveau général du groupe. Oui, parce qu'elle n'est plus dans le collectif, elle pense qu'elle, c'est ça. C'est ça. Alors, moi, l'ego, dans un groupe, je trouve que c'est pas mal quand même d'avoir un peu d'ego à haut niveau, mais il faut qu'il soit au service du collectif, effectivement, et au service de l'équipe. Sur une détection comme ça, sur du one-shot, et on le vit au quotidien quand on fait nos sélections, entre guillemets, de jeunes, les gamins, vous avez beau leur dire avant la détection, mais aujourd'hui, prenez du plaisir, régalez-vous, on vous connaît, on ne va pas vous évaluer. Les gamins, ils râlent quand ils ne touchent pas le ballon, ils râlent quand ils ne marquent pas d'essai, ils râlent parce qu'on ne les a pas assez vus. Donc c'est un peu biaisé et faussé. Sur une one-shot, une journée comme ça, détecter un talent ou détecter quelqu'un qui va être négatif, pour moi c'est biaisé, donc c'est un travail sur du long terme. Et nous aujourd'hui, sur le pari qu'on fait sur la formation, c'est qu'on a des scooters qui font du scouting et qui vont dans la région et qui regardent 5, 6, 7, 10, 15 matchs. Et là, on peut vraiment avoir une bonne lecture sur le niveau, sur l'implication et sur effectivement savoir si c'est un vrai leader ou pas, leader négatif ou pas, positif ou pas, et s'il peut s'inscrire dans notre projet. Sur les joueurs professionnels, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, on n'a pas le temps. Le haut niveau, ça va vite. Nous, on a 36 matchs dans l'année, il y a 36 mini-projets. On finit un match, on le digère, on passe à un autre match. Et c'est comme ça toute l'année, rouleau compresseur. Donc s'il n'y a pas des gens qui ont un peu de vision macro, qui prennent un peu de recul, qui sont capables de dire « hop, attention, fausse route », ça peut être compliqué, on peut vite aller dans le mur. Et donc sur le recrutement des professionnels, on est un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'eux aussi ils ont leur compétition, on les voit rapidement, on fait du Skype, mais voilà, il faut du nez, il faut sentir les gens, mais c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Et parfois on peut se tromper, parfois on a un mauvais recrutement. Et au niveau du staff, du coup, c'est la même chose. C'est la même chose. Et parfois on se trompe. Parfois on se trompe. Parce qu'un rendez-vous ou deux, vous présentez le projet du club aux gens, ils vont dire « génial, moi j'adhère ». Et puis c'est ce que j'aime faire en plus. Faire grandir, participer. Et puis au bout de 6 mois, 1 an, le naturel revient un peu au galop, la pression du résultat fait que les gens s'isolent. Et du coup, c'est moins collaboratif, moins participatif, et on se dit mince, on s'est trompé, c'est pas le bon cheval, quoi. Ouais, donc c'est pas évident, c'est difficile. Allez, toute dernière question. Merci, Anne-Chantal Pichelet, vice-présidente de la Fédération française de ski. J'ai une petite question concernant, on a beaucoup parlé de l'humain et comment faire grandir les gens au sein d'une équipe. Je voulais savoir si les nouvelles générations, donc génération Z, Alpha, sont différentes à coacher. Et puis également une problématique qui intéresse les entreprises, c'est comment on fait collaborer et coopérer une génération Alpha avec une génération plus âgée. Merci. Je
pose la question, qui veut répondre? Oui, alors je vais essayer de répondre rapidement, puis je passerai le micro à Pierre ensuite, mais les jeunes ne sont pas simples à gérer, mais en même temps, est-ce qu'on était simples nous à gérer quand on était jeunes? Il n'y avait pas l'internet. Oui, il n'y avait peut-être pas Internet et les smartphones, mais je pense que, enfin, moi pour ma part, j'étais un vrai pénible. Hein. On me l'a dit 1000 fois. Je suis toujours. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'ils veulent que ça aille vite, ils veulent peu de contraintes. Donc les contraintes horaires, le dress code, tout ça, et ça les ennuie un petit peu, cette jeune génération. Ceci étant, quand on fait un sport collectif, on s'engage dans un sport collectif où il y a des règles et un cadre à respecter, dans ce cadre-là, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. C'est juste déterminer le cadre avec eux. Voilà. Et être conciliant parfois. On est sur des jeunes joueurs. Je trouve qu'aujourd'hui, on leur demande beaucoup, au niveau scolaire, au niveau familial, au niveau éloignement parfois, au niveau répétition des entraînements. Tu parlais du burn-out tout à l'heure. Moi, le burn-out, je le redoute surtout sur les jeunes aujourd'hui. On a des gamins, ils sont sous pression dès qu'ils ont 14 ans, on parle de sélection, on parle, ouais, si tu rentres pas là, tu pourras pas être pris dans la filière du haut niveau, c'est fini pour toi. Les gamins, ils ont 14 ans, 15 ans. On est un sport en plus à maturité tardive. Je trouve qu'aujourd'hui, on met beaucoup de pression, et justement, le rôle de nous éducateurs ici au FCG en tout cas, c'est d'être plutôt bienveillant, de parler avec la famille, d'être capable de s'adapter un petit peu au rythme de chacun et de chacune, parce qu'on intègre les filles maintenant dans notre filière. Et ça aussi, c'est un vrai challenge. Et du coup, on n'a pas besoin, nous, que d'entraîneurs. On a besoin d'éducateurs, de formateurs. Mais cette génération-là, elle est sympa, je trouve, à coacher aussi, malgré tout. Parce qu'ils s'engagent. On a quand même des gamins et des gamines qui s'engagent vraiment. Parce qu'ils ont envie de prouver des choses à leurs parents ou à eux-mêmes. Parce qu'il y en a qui sont motivés pour le haut niveau. Parce qu'il y en a qui se disent, finalement, dans ce groupe, je me sens fort. Donc on arrive quand même à jouer sur des leviers qui sont assez intéressants et qu'on va retrouver dans le monde de l'entreprise. Mais j'ai envie de dire que le management en tant que tel, dans 5 ou 10 ans, il est quand même, je ne vais pas dire qu'il est mort, c'est pas ça ce que je veux dire, mais il va falloir le repenser quand même, vraiment le repenser. Avec cette nouvelle génération-là, il faut qu'il y ait un peu de liberté, il faut qu'il y ait de la flexibilité, et il faut que ça aille vite. Donc à un moment donné, il faut aussi être capable d'entendre aujourd'hui qu'il y aura des gens qui seront moins, comment dire, fidèles. Il y a eu des carriéristes qui ont fait 50 ans chez Peugeot, 40 ans chez Leroy Merlin. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Les gens, au bout de 3-4 ans, ils veulent partir, voir autre chose, changer de région, changer de vie. Et ça, il faut le prendre en compte quand on est manager ou dirigeant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, je pense que là, on arrive effectivement au terme de cette conférence, donc on va conclure. Merci vraiment pour l'ensemble des questions, de la diversité de ces questions, des réponses. Donc Malek, tu vas commencer par faire l'exercice, le défi que je t'avais lancé, mais donc faire la synthèse ou dégager les points importants qui ont été abordés pendant 7h45. Bon, j'essaie de tenir 180 secondes. Alors, ce qui me semble plus important et ce qui est revenu plus souvent sous différentes formes, c'est la notion du lien entre les individus et le groupe, le lien entre les compétiteurs et les coéquipiers. L'individu ne peut pas, en conclusion, l'individu ne peut pas faire de grandes choses tout seul, il a besoin de coopérer au sein du groupe. Et le collectif ne peut pas avancer, s'adapter à son environnement sans la prise d'initiative et le potentiel des individus. Donc il me semble que l'expérience des deux collègues montre qu'on arrive à trouver l'équilibre dans le sport de haut niveau. Dans le monde du travail, on arrive à le trouver parfois, souvent on ne le trouve pas peut-être, pour un tas de raisons. Peut-être que c'est intéressant de multiplier les regards sur le sport de haut niveau. Et le sport de haut niveau me semble aussi, c'est bien créer de l'émotion, parce que tu dis les JO, c'est un créateur d'émotions monstre, et il sait aussi gérer les émotions. Et dans le monde du travail, les émotions existent aussi, et parfois parce qu'on ne sait pas mesurer leur rôle dans le travail, on les ignore, ou on les minimise, parfois même on les stigmatise, etc. Peut-être c'est quelque chose qui peut jouer aussi, parce que les émotions peuvent amener plus d'engagement, plus de détermination. La passion est une émotion forte.
peut-être passionner les salariés, voir comment. Ce qui fait qu'il y a vraiment un jeu très subtil et très difficile à maîtriser, qui est celui de trouver toujours l'équilibre entre les aspirations individuelles et les objectifs du collectif. Effectivement, si on met en veille les aspirations individuelles, on efface l'initiative, la diversité, etc. Et puis si on met trop de collectifs, on va poser le rôle du leadership et puis de la contrainte que ça peut amener, plutôt le management et de l'organisation, ça va contraindre un peu plus, et où est-ce qu'on va? Donc ça, c'est des questions qu'on devrait se poser aussi dans le monde du travail. Alors moi, j'enseigne le management, ces choses-là, on ne sait pas les enseigner, c'est du vécu, c'est mieux de les enseigner, de se baser sur des témoignages ou de mettre les étudiants ou les salariés dans des situations. C'est beaucoup plus intéressant. Donc l'enseignement doit évoluer aussi, certainement. Après, il y a des valeurs qui reviennent souvent, détermination, respect, confiance, reconnaissance, diversité, etc. Initiative. Pour moi, vous avez dit que des valeurs positives parce que vous voyez le bon côté des choses. Voilà, donc ces valeurs, parce que derrière, elles entraînent aussi des choses. Quand on dit confiance dans un groupe, ça veut dire qu'on va perdre moins d'énergie à contrôler, etc. Et en management, on perd moins d'argent aussi, parce que si je confie une tâche ou une mission, si je fais confiance, je n'embauche pas quelqu'un d'autre pour contrôler, etc. Et puis peut-être que tout le monde travaillera mieux. Bon, c'est le meilleur des mondes, mais bon, il y a un équilibre à trouver. Je ne suis pas naïf, donc, mais bon, c'est bien de poser la question quand même, puisque dans le sport de haut niveau, c'est possible. Tu débordes. Bon, je déborde. Non, mais j'ai bientôt fini quand même. Juste pour finir, c'est bien de citer des phrases clés, il y en a eu beaucoup, mais celle que j'ai aimée, c'est faire confiance et déléguer pour se mettre au service de l'équipe, prendre l'initiative sans mettre en danger le collectif, la diversité est une force importante pour la cohésion du groupe, tous les individus doivent se sentir à leur place au sein du groupe, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le sport de haut niveau, vous avez une conscience, une manière de gérer ce paradoxe qui est, est-ce qu'on est tiraillé dans la société, dans le monde du travail, d'individus collectifs, dans le sport du haut niveau, bon, j'espère, je continue à y croire que c'est possible. Et donc le monde du travail devrait s'en inspirer, et puis chapeau pour vos expériences. Merci Malek. Je crois qu'on peut l'applaudir quand même, c'est l'exercice difficile. Franck, on n'a pas évoqué une autre facette de ton activité professionnelle, puisque tu es chargé d'événements à la mairie de Grenoble. Est-ce que globalement il y a des parallèles entre ces deux missions que tu effectues aujourd'hui? Oui, alors comme je m'ennuie un petit peu au FCG, j'ai une autre mission. Effectivement, je suis chargé de mission au service événementiel de la ville de Grenoble. J'ai notamment été pilote de la cérémonie des 50 ans des Jeux Olympiques il y a 2 saisons, et maintenant je suis plutôt sur la Coupe du Monde de foot féminin qui arrive dans quelques jours à Grenoble. Je vous rappelle qu'il y a 5 matchs au Stade des Alpes, la Coupe du Monde de foot féminin. Je vais passer le message. Oui, on retrouve des similitudes. Comment dirais-je? Alors, sur les 50 ans des Jeux, c'était un dossier compliqué parce qu'il a été politisé au départ. Moi, je ne fais pas de politique du tout, et j'ai mis à l'aise tout le monde déjà, dès le départ, par rapport à ça. Et mon premier challenge, ça a été de mettre les gens autour de la table. Département, métro, région, ville de Grenoble, institution, quelle qu'elle soit. Mon premier challenge, ça a été de mettre les gens autour de la table et de leur faire prendre conscience qu'on avait des intérêts communs par rapport à ce cinquantenaire des Jeux. Et qu'on avait tous à y gagner. Donc si chacun travaille de son côté, dans son coin, en pensant qu'il va faire mieux que celui qui est à côté, c'est sûr que le cinquantenaire il va être fêté et célébré partout, mais ça va faire pchit. Donc l'idée c'était qu'on fasse quand même quelque chose de cohérent, de commun, avec déjà une programmation commune, une charte graphique commune. Voilà, on a travaillé comme ça, et puis on a monté le projet tout doucement. Je ne dis pas que ça a été le projet du siècle, hein, mais on a fait un truc cohérent, et on a rempli toutes les cases. Voilà. Et j'essaie de faire la même chose au niveau de la Coupe du Monde de foot féminin aujourd'hui.
Et ça, très clairement, je pense puiser dans tout ce que j'ai pu vivre au sein du FCG. La clé, c'est mettre les gens autour de la table, la clé, et de discuter avec eux, tout simplement. Donc on va finir avec Pierre. Tu as déjà annoncé que tu seras à Pékin en 2022, mais est-ce que tu commences à réfléchir sur l'après? Tu seras géographe ou base de données? Mon cœur balance. Ouais, mon cœur balance. Non, alors il y a une échéance qui est évidente, c'est 2022, une échéance, un projet, un objectif que je me suis fixé de taille. Il va être conséquent. J'ai fait 2014 médaille d'or, 2018 rebelote et 2022 avec des ambitions qui ne sont pas moindres. Forcément, je ne vais pas y aller pour une 15e place. Et c'est là que se pose le challenge. Et puis ensuite, éternelle réflexion entre base de données et géographie. Voilà. Non, c'est compliqué. C'est compliqué et oui et non. Des opportunités, il y en a beaucoup. On a la chance d'avoir à la montagne un secteur économique qui est quand même assez fort, qui présente beaucoup d'opportunités de reconversion. Après, faut-il encore choisir la bonne opportunité et l'opportunité qui sera aussi stimulante. Et voilà. Est-ce que j'ai bien contourné ta question? Ça le fait? Parce que je ne voulais pas y répondre. On l'a compris. Donc on va conclure cette conférence. Une nouvelle fois, vraiment un grand merci à Franck, à Pierre, à Malek. Un grand merci à l'IUGA